de la Cadore, moi qui viens de la Gironde, je découvre la France, c'est superbe. Donc merci Anne. Je suis venu vous raconter une histoire formidable. Une histoire que j'adore. C'est la mienne, forcément. Alors vous allez vous dire, mais qui c'est, pour qui il se prend? Et pour qui il se prend? Et bien justement, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je me prends pour personne, pour rien de spécial, et que ce que j'ai fait, ce que j'ai pu accomplir, tout le monde peut le faire. Dans une immense majorité de cas, tout le monde peut se libérer de la souffrance. Et donc, à travers mon expérience, je viens partager cet éblouissement qui est le mien pour la vie et pour cette capacité innée de l'être humain à se guérir. Mais guérir, c'est pas seulement le corps physique, c'est vraiment retrouver sa place dans l'univers, c'est gérer ses émotions, c'est savoir qui on est, savoir pourquoi on vit, savoir d'où l'on vient, où on va, pourquoi et comment. Donc je vais aborder rapidement tous ces sujets aujourd'hui. En préambule, je voudrais vous dire que normalement ma conférence elle est beaucoup plus longue. Alors, si vous m'écrivez, vous allez sur mon blog bernardclavière.fr ou .com, c'est pareil, les deux sont bons. Vous mettez un tiret si vous voulez, c'est bon aussi. Vous pouvez laisser votre adresse mail sur ma table dehors. Comme ça, je vous enverrai le diaporama avec toute ma conférence, parce qu'il y a toujours des choses que j'oublie un petit peu, et vous aurez ainsi toutes les références auxquelles je vais faire allusion maintenant. Et je vous enverrai ça en PDF par mail gratuitement. Et votre adresse sera en sécurité, je ne la donnerai à personne. Je la vends, mais je la donne. Vous voyez un petit peu. Donc, je suis venu vous dire que je ne suis pas consommateur de médecine. Je ne suis pas consommateur de médecine. Qu'elle soit douce ou dure, qu'elle soit allopathique ou homéopathique, qu'elle soit homéopathique ou, ouais, je l'ai dit, qu'elle soit alternative ou officielle, non, je ne suis pas consommateur. Mon point de vue, c'est que si vous respectez les lois de la vie, vous n'aurez pas besoin de recourir à des moyens extérieurs pour être en bonne santé. Je ne dis pas que l'homéopathie, c'est mal. Non, non, c'est très bien. L'acupuncture, c'est très bien. Il y a des tas de moyens de thérapie, si vous voulez, qui sont très efficaces. Mais je n'en ai jamais eu besoin. Et Dieu sait pourtant si je viens de loin. Parce que à 6 mois, j'ai eu ma première crise d'asthme. J'ai été couvert d'eczéma. Je n'ai pas respiré par le nez pendant les 20 premières années de ma vie. J'avais toujours la hantise qu'on me bâillonne. Vous savez, quand je voyais des films à la télé où on bâillonnait les gens, je me dis, si on me bâillonne, je meurs. Je ne pouvais pas respirer par le nez. Donc j'étais asthmatique, cure à la bourboule, lycée climatique de Font-Romeu, en pension, dispensé de sport toute ma jeunesse, rhumatisme articulaire aigu, rhinopharyngite à répétition, cortisone à haute dose, œdème corticoïdal, etc., etc. On me prenait pour une fille, et j'avais de jolis cheveux à l'époque, et j'avais de grosses joues dues à la cortisone. Bref, un jour, à l'âge de 18 ans, ma mère est arrivée chez moi avec des vieux livres. Elle était brocanteur. Mon grand-père était déjà brocanteur. Et ma mère a été l'instrument de mon destin, sans le savoir. Et bon, on est souvent quelque chose dont on n'a pas conscience. Mais bon. Elle m'a dit, regarde ces livres, je vais trouver ça, ça parle de santé. Il faut dire qu'à l'époque, moi, j'étais absolument passif. On me disait qu'il fallait prendre ça, je prenais ça. On m'envoyait à la bourboule, j'allais à la bourboule. Je ne me posais pas de questions, je mangeais ce qu'on me donnait. Mes parents n'avaient pas non plus d'informations particulières sur les lois de la santé et de la vie. Mais ma mère est arrivée avec ces bouquins que j'ai toujours. Des petits livrets d'hygiénisme. Je les ai lus. Et j'ai été ébloui.
j'ai découvert que la maladie, ça ne tombe pas du ciel. C'est amusant l'expression, on tombe malade. C'est pas vrai. La maladie n'est que le stade final d'une longue évolution d'infraction aux lois de la nature, de la vie, de déséquilibre, peu à peu, accumulé, jusqu'au moment où le corps humain manifeste une pathologie. Mais le déséquilibre a commencé bien avant. J'ai donc découvert que je pouvais redevenir ou devenir responsable de la gestion de ma vie. Eh bien, j'avais 18-19 ans. J'ai dit bingo, avec toute l'enthousiasme, la passion de la jeunesse. J'ai dit bingo, je ne reverrai plus jamais un médecin de ma vie. Alors après coup, je me dis quand même, t'étais un peu naïf. Mais vous savez quoi? Je n'ai plus jamais revu un médecin de ma vie. Alors oui, j'ai des copains médecins, je les revois. Je joue au tennis avec eux, je vais skier avec eux, je fais des choses avec eux, j'ai des amis médecins. Si, je vais en voir un une fois par an pour lui demander la permission de faire du sport de compétition. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire du sport si on n'a pas l'autorisation, vous voyez? Donc il me voit arriver, il dit « Bon, je t'en remets pour un an ». Il dit « Oui, merci, ça va, tu signes là, c'est bon ». Bref. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que je vais vous expliquer un peu aujourd'hui, parce qu'il ne suffit pas, encore que ce soit déjà une étape importante, de mentalement se déconnecter de cet asservissement, de cette dépendance au système de santé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on part du principe qu'il y a des gens qui savent tout, qui ont les réponses à tout, et on va consulter, et puis ils vont résoudre nos problèmes. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Les médecins sont des spécialistes des maladies, ils connaissent tout sur les maladies, mais il n'y a pas un cours sur la santé à la faculté de médecine. Ils ne connaissent pas les lois de la santé, on ne leur a pas appris. Mais par contre, sur les maladies, ça, ils savent tout. Bref, donc on va consulter, ça a un avantage énorme d'aller consulter, c'est que ça évite de réfléchir. On dit à quelqu'un, aujourd'hui j'ai ceci, j'ai cela, tout de suite on vous dit, mais tu as fait quelque chose. Sous-entendu, tu es allé consulter, tu prends quelque chose. Mais non, on a besoin de rien prendre, on a besoin... La santé ne peut venir que de l'intérieur. La santé est la conséquence d'une façon de vivre, d'une façon de manger, d'une façon de ne pas manger, on va en parler, d'une façon de gérer nos émotions, d'une façon de gérer nos pensées. C'est très important. Nous ne sommes pas qu'un corps physique. Nous sommes un corps astral ou émotionnel. En Occident, on dit le corps émotionnel. En Orient, le corps astral, c'est le corps qui ressent des émotions. C'est le corps qui ressent de l'amour, de la haine, de la peur, de l'envie, etc. Beaucoup d'émotions sont des poisons. L'amour guérit, l'amour purifie. La peur est un poison. Si vous avez peur du cancer toute votre vie, il y a de fortes chances pour que vous manifestiez un cancer. Bref, le pouvoir du mental, on va y revenir tout à l'heure. Très important. Donc tout ça, c'est on peut pas être en bonne santé si on n'a pas commencé à se poser des questions fondamentales sur ce qu'est la vie. On ne peut pas être en bonne santé si on n'a pas pardonné à tout l'univers. Et tout l'univers, ça commence par soi. Je ne peux pas être en bonne santé, parce que si je ne me pardonne pas, ça veut dire que je ne m'aime pas. Et comment peut-on espérer que les gens vont m'aimer si moi je ne m'aime pas? Et donc si je m'aime, je me pardonne. Quand je fais du mal à quelqu'un, ou je fais quelque chose de maladroit, qui a blessé, d'abord je vais m'excuser, si j'en prends conscience, et ensuite je me pardonne. Je n'entretiens pas cette douleur à l'égard de moi-même, etc. Donc le pardon est un moyen naturel de santé extrêmement puissant. Le pardon, le service, consacrer sa vie à des activités de bénévolat, une partie de sa vie, le temps qu'on peut, l'énergie que l'on peut, l'argent que l'on peut, le service désintéressé, bien sûr.
Vous savez, les gens qui servent, ils ne sont pas souvent malades. Mère Teresa, elle n'était pas souvent malade. Les gens qui consacrent leur vie aux autres, ils sont pas souvent en arrêt de travail. Je veux d'ores et déjà vous mentionner un monsieur, un ami que j'aime beaucoup, et qui a écrit des choses merveilleuses sur un moyen de santé dont on ne parle pas beaucoup. Ce monsieur s'appelle Pierre Pradervan. Qui en a entendu parler? Il est suisse, non? Il a écrit des livres extraordinaires. Il a développé l'idée du pardon, de la bénédiction, c'est la même chose. Bénir, l'art de bénir. Ce qui est amusant, c'est que son livre en français n'est pas intitulé L'art de bénir, parce que l'éditeur a jugé que bénir, ça fait trop religieux. Alors qu'en anglais, en américain, son livre est traduit The Gentle Art of Blessing, c'est vraiment l'art de bénir. En français, le livre s'appelle Vivre sa spiritualité au quotidien. Ça n'est pas du tout évocateur du contenu du livre, encore plus, bref. Lorsque quelque chose vous dit, qu'est-ce que c'est que l'art de bénir? Lorsque quelque chose vous dérange dans la vie, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites en sorte de les modifier, ça peut vouloir dire appartenir à une association, militer dans un groupe, descendre dans la rue, manifester, pacifiquement si possible, ou alors vous avez le choix d'accumuler cette rancœur. C'est pas bien de critiquer, alors critiquer un homme politique ou une femme politique, critiquer quelque chose qui ne va pas, critiquer un système, critiquer une méthode, on est tellement enclin à critiquer, sauf que ça c'est des poisons. Donc, lorsque vous êtes confronté à quelque chose que vous pouvez changer, que vous pouvez aider à changer, faites-le. Mais si vraiment vous ne pouvez pas, bénissez. Bénissez ce qui est. Et là, vous allez libérer en vous des forces extraordinaires. L'art de bénir, c'est une façon de projeter l'amour aussi. C'est lié à des pratiques comme Ho'oponopono. C'est une pratique multimillénaire, l'art de diriger l'amour, l'art de diriger la pensée pour guérir, pour purifier. Ho'oponopono est revenu au goût du jour sous ce nom-là. C'est l'art de pardonner, de projeter l'amour et la gratitude. Et là, vous avez un cocktail détonnant pour avancer dans la vie, pour vous libérer de la maladie, des problèmes mentaux, émotionnels. Voilà. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des choses qui sont gratuites, a priori. Ho'oponopono, vous allez sur des tas de sites internet, vous allez trouver comment faire, pourquoi. Il y a aussi des livres que vous pouvez acheter. La technique de libération des émotions, Emotional Freedom Technique, EFT, c'est pareil, vous trouvez ça sur internet partout. Ce sont des pratiques dont personnellement je n'ai pas eu besoin, mais que je connais, que je respecte, qui sont très utiles et qui vont pouvoir vous faire avancer. Parce que les émotions, nous sommes souvent le jouet de nos émotions. La plupart des êtres humains sont comme des bouchons de liège à la surface de l'océan, ballottés à droite, ballottés à gauche, sans direction. Alors aujourd'hui, c'est gens qui rient, demain, c'est gens qui pleurent, aujourd'hui tout va bien, demain tout va mal. Et nous ne maîtrisons rien. Je ne suis pas en train de vous dire, et ça c'est important, qu'il faut éliminer les émotions. Non, à notre niveau d'évolution, on aura encore longtemps des émotions. Par contre, apprendre à les gérer et à ne pas en être victime, c'est là toute la différence. Gérer nos émotions. Moi, quand je ressens de la colère, d'abord avec l'habitude, on en prend conscience de cette colère-là. J'accueille ma colère et je lui dis bonjour colère. Oh, t'es forte aujourd'hui. Je ressens de la colère. Mais là, vous voyez, cette attitude me distancie par rapport à mon émotion. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'animosité, de la haine contre quelqu'un. Alors, ce sont des pratiques. Je veux dire, la santé, c'est un travail à plein temps, en fait. Mais il faut arriver à intégrer cette façon de penser,
de gérer ses émotions, d'être le témoin de nos propres émotions de façon à ne plus en souffrir. Donc là, je n'ai pas commencé à vous parler d'alimentation, de jeûne, de comment se guérir des maladies physiques, parce qu'en fait, les maladies physiques, ça n'existe pas en tant que tel. Une maladie, elle a toujours, disons dans l'immense majorité de cas, une composante émotionnelle, psychologique, génétique, les mémoires ancestrales, les mémoires familiales, etc. Donc, je parle de plus en plus de service, de pardon, d'amour. L'amour, je le répète, l'amour transforme. Si on n'est pas d'accord, par exemple, puisqu'on est un peuple qui parle, beaucoup de peuples parlent beaucoup de politique, on a eu des présidents divers et variés qui ont été parfois très critiqués par certains, etc. La meilleure façon de changer un homme, de faire en sorte qu'il change, ce n'est certainement pas de le haïr. Mais si tous les Français envoyaient leur amour à leur président, mais ils marcheraient sur un nuage, ils ne toucheraient plus le sol. Ils seraient totalement transfigurés. Transfigurés. Parce que, qu'on le veuille ou non, on élit des présidents de la République pour 5 ans. Donc, évidemment, on peut lui mettre des bâtons dans les roues, on peut faire en sorte qu'il ne puisse pas gouverner, on peut faire ce qu'on veut, sauf qu'il est là. Et spirituellement, on a d'autres moyens de faire évoluer les choses, c'est-à-dire en projetant la pureté de la pensée. Ho'oponopono. Vous avez quelqu'un avec qui vous avez un conflit. Au lieu de vous morfondre en pensant « Ah là là, qu'est-ce qui m'énerve ?» Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de me faire un procès. Bon, alors j'ai le choix. Je peux le haïr, je peux avoir de la rancœur. Et puis j'ai décidé, assez rapidement, parce que j'ai quand même l'habitude, j'ai décidé de le visualiser et de l'embrasser. J'ai décidé mentalement de pratiquer Ho'oponopono, de lui demander pardon, même si je ne sais pas trop ce que je lui ai fait. Je ne sais pas trop, c'est pas clair. Vous savez, dans un procès, dans un conflit, il n'y a jamais quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Hein. C'est très rare. Donc, j'ai décidé de le visualiser entouré d'amour, mon amour, de le visualiser, moi l'embrassant, de lui demander pardon, de lui dire merci, et de lui dire je t'aime. Ça, c'est Ho'oponopono, c'est dur. Hein. C'est très, très, très difficile. Dire je t'aime à celui qui a tué votre enfant, après l'avoir violé. On peut imaginer le pire. Mais vous savez, j'ai vu à la télé des gens qui ont dit pardon. Il y a ce livre de cette personne dont la femme a été tuée au Bataclan, dont le titre est, je crois, « Vous n'aurez pas ma haine ». Qu'est-ce que c'est beau? Vous n'aurez pas ma haine. Ils lui ont pris l'être qu'il avait le plus cher au monde dans sa vie. Vous n'aurez pas ma haine. Donc, s'il y a une chose que vous pouvez retenir ce soir qui m'enchantera, c'est ça. C'est ça. La puissance de notre mental. Vous savez, j'avais 18-19 ans, je voyageais en Amérique. Bon, je parlais déjà couramment l'anglais. Et j'ai trouvé des livres, j'ai toujours aimé les livres, j'ai trouvé des livres sur la pensée positive, la pensée créatrice. Et ça m'a ébloui, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose. Vous savez qu'en France, on a un héros national que l'on agonie pas d'insultes, mais qu'on ironise, on se gosse sur cette personne que je considère comme un héros national, qui est Coué, Émile Coué. Quand on parle de méthode Coué, c'est en général pour ironiser. Émile Coué est un génie. Eh bien, je vais vous dire, moi j'ai découvert Émile Coué par les Américains, qui se sont inspirés de lui. En fait, il est au départ de cette méthode extraordinaire
Vous savez, alors, je vais essayer de vous donner des exemples très concrets. Lorsque vous voyagez en voiture, que vous conduisez, est-ce qu'il vous est arrivé déjà de vous dire à un point donné de votre voyage, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de faire 50 km, je n'ai aucun souvenir. Je ne sais pas s'il y a eu des feux rouges, je ne sais pas s'il y a eu des stops, je ne sais pas dans quel village je suis passé. On se réveille à un moment donné, on redevient conscient d'être dans sa voiture, de conduire. Je vois les sourires, ça vous est arrivé, n'est-ce pas? Et on se dit, mais oh Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Et alors, c'est très intéressant parce que c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la conduite automobile est un automatisme et qu'il y a comme cela beaucoup de choses que l'on fait parce qu'on les a apprises. Moi, je joue du piano et je vous avoue que je ne réfléchis pas quand je joue à ce que va devoir faire ce doigt et ce doigt et ce doigt. J'ai appris ma partition et après, ça va tout seul. Je peux même penser à autre chose. C'est pareil quand on conduit. Et donc ça nous montre qu'il y a une énorme partie de notre conscience qui, en fait, n'est pas consciente. Elle n'est pas... il faut se concentrer. On fait du vélo sans y réfléchir. Quand je marche, vous voyez, les bébés, ils apprennent à marcher. Mais nous, on n'est pas en train de se dire, ah, maintenant, je vais lever la jambe gauche et poser le pied comme ça. Maintenant, je suis en équilibre sur la jambe gauche, je vais lever la jambe droite. C'est automatique. Le vélo, c'est pareil. Et donc, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, de la même façon que vous apprenez à jouer du piano, à faire du vélo, à conduire, si vous apprenez à enregistrer dans votre subconscient des lois, des pensées positives, créatives, des pensées d'amour, eh bien, votre subconscient, qui est comme un disque dur d'ordinateur, j'allais dire bête et méchant, c'est idiot, il est ni bête ni méchant, mais il ne peut vous reproduire que ce que vous avez enregistré. C'est un peu fort, excusez-moi. Dites-moi si c'est trop fort. Moi j'ai l'impression que là, ça sert à rien. C'est un peu fort. Mettez un peu moins près du micro. Oui, comme ça, je vais essayer de le tenir comme ça. Donc, l'être humain a cette capacité à enregistrer dans son subconscient, dans le disque dur de notre subconscient, ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Donc, libre à vous d'enregistrer de la haine, de l'envie, de l'animosité, de la jalousie, de la rancœur, tout ce que vous voudrez, ou du pardon, de l'amour, de la bienveillance, etc., etc. Et votre vie va en être transfigurée parce que votre disque dur subconscient, de la même façon que vous conduisez automatiquement, il va faire en sorte que ces pensées-là infusent votre vie quotidienne en permanence. Ce qui est visible est toujours le résultat de l'invisible. Ce qui est manifesté est toujours le résultat du non manifesté. Les scientifiques connaissent actuellement 3 niveaux de matière physique. Ils connaissent la matière physique dense, ce qui pour nous est dense pour eux. Ils connaissent la matière physique liquide, qui est moins dense, on passe à travers. Ils connaissent la matière physique gazeuse, qui est encore plus subtile. Sauf que les ésotéristes savent qu'il n'y a pas que ces 3 niveaux de matière physique, il y en a 7. Et donc, les 4 qui nous manquent sont appelés les niveaux de matière éthérique. Du plus grossier, qui se rapproche assez de l'état gazeux que nous connaissons, jusqu'au plus subtil. La science physique moderne est en train de faire des pas de géant en avant. Ils sont en train de mettre le doigt sur ces niveaux intangibles, subtils de la matière. Ils commencent à appeler ça la matière noire, la matière sombre, dark matter. Vous allez sur Wikipédia, vous allez déjà avoir un article un peu complexe sur les niveaux. On n'a pas les instruments qui permettent de prouver l'existence de ces niveaux subtils de la matière, mais leurs calculs les ont convaincus que ces niveaux existent. C'est très intéressant,
Donc il faut une preuve un peu à l'envers. Bref, ouvrez-vous à ce merveilleux. Là, je vous félicite d'être là aujourd'hui, parce que si vous êtes là, c'est bien évidemment parce que vous avez commencé à vous poser des questions, que vous sentez que votre vie peut s'améliorer, que vous sentez aussi qu'elle ne s'améliorera que si vous faites certaines choses. Alors ça peut vouloir dire lire des livres, venir écouter des conférenciers, faire des expériences, faire des stages, etc. Ne laissez plus jamais l'hypnose du quotidien embuer les fenêtres de votre perception. La plupart des êtres humains sont encore aujourd'hui dans cette hypnose du quotidien. Ben, il faut vivre, il faut survivre, il faut payer les factures, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut manger, il faut aller en vacances, il faut avoir une carrière, il faut avoir un travail. Ça, ce n'est pas la vie. Le but de la vie, ce n'est pas d'être en bonne santé. Le but, c'est important comme phrase, le but de la vie, ce n'est pas d'être en bonne santé. Le but de la vie, ce n'est pas de devenir vieux. Le but de la vie, ce n'est pas d'élever des enfants, de faire carrière, de construire une maison, d'avoir un chat et un chien qui gambadent autour, de planter des arbres. Tout cela, ce sont des activités parfaitement respectables, admirables, mais elles ne sont que des supports évolutifs. Elles ne sont en aucun cas le but de la vie. Mais alors, quel est le but de la vie? Et malheureusement, ce n'est pas le thème de la conférence d'aujourd'hui. Mais comme je suis gentil avec vous, je vais tout de suite vous dire que dans le PDF que je vous enverrai, vous trouvez les références d'un petit livre que l'on peut lire gratuitement sur Internet. Si vous voulez l'acheter, c'est 2 €, pratiquement vendu à prix coûtant, un livre d'une densité extraordinaire qui s'appelle « Les enseignements de la sagesse éternelle ». Donc même si vous faites une recherche Google avec ce titre, vous le trouverez. C'est un petit livre qui, selon moi, constitue un résumé de tous les enseignements spirituels. Tout est spirituel, tout est spirituel. Je ne parle pas d'enseignement religieux, je parle que tout est esprit, l'esprit est en tout. De tous les enseignements spirituels, ésotériques, qui vous permettront de commencer à comprendre le sens de la vie. Et le sens de la vie, c'est le sens de notre vie. Je répète, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la joie? Qu'est-ce que la souffrance? Qu'est-ce que l'évolution? Qu'est-ce que l'anthropogénèse? Qu'est-ce que la cosmogénèse? Voilà. Ça, ce sont des concepts très, très importants. Maintenant, là on a parlé de corps émotionnel, de corps mental, de gestion des émotions, de gestion de notre pensée, que l'on peut diriger la pensée. On va revenir à des considérations plus physiques. Je suis connu pour avoir écrit un livre sur le jeûne. Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps, parce qu'on n'est pas, je ne suis pas un anorexique, hein. Moi j'adore manger. Les anorexiques ne veulent jamais manger. Donc, en fait, ils ont une pathologie qui... je ne conseille pas des anorexiques de jeûner, c'est ridicule. Voilà, il faut d'abord soigner la pathologie psychosomatique, psychique, bref, je ne suis pas psychiatre. Donc, jeûner, c'est le premier moyen naturel de santé. Tous les animaux s'arrêtent de manger lorsqu'ils sont malades. On a tous vu un chat, un chien, un cheval s'arrêter de manger. Tous les mammifères s'arrêtent de manger. Et même des reptiles. Les reptiles peuvent rester très très longtemps sans manger. On connaît les ours, on connaît des tas d'animaux. Mais l'être humain également. Nous sommes des mammifères. Et dans notre histoire, on a souvent eu des périodes de disette, de famine, de guerre. Et croyez-moi, l'être humain peut rester des semaines sans manger. Aujourd'hui, on fait jeûner dans un environnement médical des malades pendant 7 semaines, 49 jours, 50 jours. Je sais que ça peut paraître extraordinaire pour des gens qui souvent n'ont jamais sauté un repas de leur vie. Pour la plupart des gens, moi je vois
mes parents, moi je me souviendrai toujours du jour où mon père, qui est maintenant décédé, m'a regardé parce qu'il voyait bien ce que je faisais, que j'avais écrit un bouquin et tout, que je travaillais là-dedans. Et bien un jour il m'a dit, tu sais, ta mère et moi aujourd'hui, on n'a pas mangé à midi. Ça m'a tellement ému, c'était un exploit pour des gens de cette génération-là. On n'a pas mangé à midi. Alors moi je vais vous dire une chose, quelle heure est-il, 4h30, ben, je n'ai pas mangé depuis hier soir, mais ça fait 45 ans que c'est comme ça, et je ne mangerai que ce soir. Que je fasse du sport de compétition par 50 degrés en été sur un cours de tennis, parce que quand ils vous disent qu'il fait 33 degrés à l'ombre, je peux vous dire que sur un cours de tennis, il fait 50 degrés, hein, vous feriez cuire un œuf. Ou qu'il fasse moins 15 degrés à la montagne, je n'ai jamais froid, je n'ai jamais soif, je n'ai jamais je n'ai jamais besoin de manger, je n'ai rien bu depuis hier soir, même pas un verre d'eau. Voilà, j'ai le poids de mes 18 ans. Voilà, j'arrive pas à prendre la peau de mon ventre, mais quand je jeûne, je perds 600 grammes par jour, parce que même moi, j'ai des réserves lipidiques qui me permettent de rester longtemps sans manger. Donc ça fait... Qui a déjà vu certaines de mes vidéos sur YouTube? Est-ce que vous êtes vous êtes des fans? Ça va, c'est bon. Pas trop de monde. Je vous recommande d'aller voir mes vidéos sur YouTube. J'ai cédé à la mode des vidéos YouTube, j'ai fait ma chaîne, alors il y en a qui ont 500 000 vues, c'est extraordinaire. Bref, donc je vous raconte un petit peu plus ma vie dans ces vidéos, pourquoi, ce que je fais, comment, etc. Je prends beaucoup de plaisir à casser des clichés. La vidéo qui a fait le plus de bruit sur Internet, c'est celle où je dis que je n'ai pas utilisé de dentifrice depuis 40 ans. Vous voyez qu'il y a des choses dont on ne parle pas, c'est évident. On se brosse les dents. Le matin, d'abord, il faudrait mieux qu'on se les brosse là, avant d'aller au lit, plutôt que le matin, pour avoir la bouche propre pour toute la nuit. Enfin bref, il y a des choses qui ne sont pas des sujets, dentifrice. Alors que, qui c'est qui a dit un jour qu'il fallait qu'on se remplisse la bouche de pulls, de savon, de produits chimiques pour avoir une bonne hygiène buccale? Mais quelle folie! Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, visiblement ça a pris, ça plaît à beaucoup de monde, mais voyez, c'est anecdotique, le dentifrice ne sert strictement à rien. Et en plus, c'est un pur produit de l'industrie chimique. Alors il y a des gens qui me disent, oui, mais moi je me le fais avec de l'argile, avec ceci, cela, du charbon, des aubergines grillées, il y a des tas du sel marin, si. Et j'ai dit, madame, c'est très bien, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je me dis, ouais, le contraire, hein. C'est un peu leur idée. Moi, je simplifie ma vie, je n'ai pas besoin de dentifrice. De temps en temps, je vais voir j'ai un copain dentiste, il me dit, non, tu as une hygiène dentaire super, tu n'as pas de plaques, tu n'as pas de dartre, tu as les gencives en bon état. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr que j'enlève les petits déchets dentaires, mais ce n'est pas avec une brosse à dents. Si jamais vous vous brossez avec une brosse à dents et qu'après vous approfondissez avec des petites brossettes interdentaires ou avec le fil ou avec du jet d'eau dentaire, vous verrez que la brosse à dents, elle n'a rien fait du tout. Elle n'a pas éliminé les déchets entre les dents. Voilà, je vous ai branché sur un sujet qui m'intéresse. Forcément, j'ai fait une vidéo, mais c'est pour vous montrer que ne vous laissez pas endormir par les habitudes, par ce qui est accepté par tout le monde. Je ne sais pas, le petit café automatique, le petit déjeuner, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est le repas le plus nocif qui soit. Ah, pas les gens qui se bougent sur leur siège, là, parce que, ouais, mais c'est pas ce qu'on dit dans Marie-Claire. Ah, mais je suis désolé, c'est pas ce qu'on dit dans les magazines féminins, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à dire des bêtises qu'ils finissent par avoir raison. Le petit déjeuner est le repas le plus nocif qui soit. Si vous avez une première chose à faire pour avancer vers la santé, libérez-vous du petit déjeuner. Combien de fois des gens sont venus me voir en me disant « Oh, ça m'a fait plaisir de vous entendre parce que moi je me forçais le matin.
je n'ai jamais faim le matin, mais comme tout le monde m'a pris la tête avec cette histoire du petit déjeuner indispensable, je me forçais à manger. Et mes enfants, c'est la croix et la bannière. Je pense encore à cette dame qui m'a dit « Oh, mes enfants, pour les faire manger le matin, c'est impossible. » Eh bien, maintenant, je ne vais plus les forcer. Eh bien, cette dame, j'ai contribué à la libérer de ce problème. Vos enfants, non seulement vos enfants, mais il n'est pas normal d'avoir faim le matin. On les envoie à l'école avec une pomme dans le sac, un fruit, une orange, ils mangeront ça quand ils auront faim. La nature ne nous a pas conçus pour avoir faim le matin. Je vais essayer de vous expliquer ça. D'abord, lorsqu'on est sur une digestion, on a plutôt tendance à avoir envie de faire la sieste, de se reposer. On est plutôt somnolent. Vous voyez, les repas à midi, et après la tête qui tombe sur le clavier au bureau. Allez. Pourquoi les peuples pleins de sagesse font la sieste après les repas? Mais voilà, parce que c'est la nature qui nous dicte. Que font les bébés après avoir tété? Ils dorment. Ils ont encore le téton dans la bouche des fois. Que font nos chiens et nos chats après avoir mangé? Ils vont faire un tour dans un coin et on ne les voit plus. La nature nous donne des messages clairs. Nous les ignorons. Nous les ignorons. Donc, pourquoi est-ce que nos enfants, sur le coup de 11 heures, ils ont une hypoglycémie? C'est la conséquence directe de l'hyperglycémie du petit déjeuner. Forcément, on fait des montagnes russes. Allez, on prend un petit déjeuner consistant, et du sucre, et ceci, et cela, de la confiture, et des amidons, des pains. Bon, forcément, moi, je ne suis jamais en hypoglycémie. Bon, ce soir, je vais manger, mais des fois, si je rentre du sport, d'un entraînement un peu dur, eh bien, mon seul repas de la journée, je ne vais pas le prendre. Parce que lorsqu'on est fatigué, on ne va pas ajouter à la fatigue en mangeant. Parce qu'une digestion, ça demande de l'énergie. C'est pour ça que la nature nous dicte d'être tranquille, de ne pas aller courir. Les sportifs ne mangent jamais avant une compétition. Vous voyez à quel point j'ai l'impression que mon discours est logique. Et pourtant, notre société est basée sur des principes qui vont totalement à l'encontre de ce discours. Donc le matin, quand on se réveille, on a parfois des petits boutons au coin des lèvres, la langue pâteuse, la langue blanche. Entre parenthèses, utilisez le gratte-langue. Ah, il y a quelque chose dont je ne peux pas passer, c'est le gratte-langue. Je n'avale pas la première salive du matin tant que je ne me suis pas gratté la langue. Et vous verrez que tout de suite, vous avez une haleine fraîche, etc. Petit outil, ça coûte 5 €, je crois, un gratte-langue, vous le garderez toute votre vie. Donc, ces symptômes du matin, des vertiges, la tête un peu lourde, ce sont des symptômes de détoxination. Ce sont les premiers symptômes du jeûne. La preuve, c'est que quand on ne jeûne pas, le matin, on déjeûne. On déjeûne, on interrompt le jeûne. Alors que notre corps nous en serait extrêmement reconnaissant si on lui permettait de poursuivre cette phase de repos tout au long de la journée. Et qu'on ne mange que le soir. Donc je mange le soir, pourquoi? Parce que j'ai terminé mes activités, mon esprit est détendu, je sais que plus personne va m'appeler, va frapper à la porte, j'ai plus de rendez-vous, et donc je commence à préparer mon repas tranquillement. Donc, parce qu'évidemment, l'idéal c'est de manger dans la paix de l'esprit, la paix du mental, etc. Je vais certainement vous dire d'autres choses qui vont vous choquer, mais j'aime bien. Et puis des fois, on a besoin d'être un peu secoué pour arriver à sortir de nos rails mentaux. Donc, le premier moyen naturel de santé, c'est de s'arrêter de manger de temps en temps. Ça peut être 1 jour par semaine. Ça peut être 8 jours au changement de saison. Ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 fois par an.
Je vous annonce tout de suite, et vous pourrez prendre ce petit flyer sur ma table dehors, que l'été prochain, entre le 14 et le 28 juillet, j'organise le plus grand rassemblement au monde de jeûneurs. On va être des dizaines, des centaines à jeûner ensemble pendant 14 jours. C'est la suite de l'événement que j'avais commencé à organiser, il a le même nom, en 2008, ça sera le 10e anniversaire, j'avais emmené 50 personnes à pied depuis ma Gironde natale jusqu'à Paris, sans rien manger. Il y avait beaucoup de gens parmi les participants, les 50, qui n'avaient jamais sauté un repas de leur vie. Eh bien, je vous dis, on a eu des problèmes de genoux, d'articulation, d'ampoules aux pieds, mais aucun problème d'énergie, aucun problème dû à l'absence de nourriture. Aucun. On est arrivé symboliquement sous les fenêtres de la ministre de la Santé de l'époque, c'était Roselyne Bachelot. Elle nous a envoyé un quart de CRS, mais on est des gens dangereux, des gens qui... on est une secte dangereuse lorsqu'on ne mange pas 14 jours en marchant jusqu'à Paris. Bref. Le jeûne est le premier moyen naturel de santé parce qu'on n'a pas besoin d'étudier pour jeûner, il suffit de ne pas mettre les pieds à la cuisine, il suffit de ne pas ouvrir le frigo, il suffit de ne pas ouvrir les placards. Il est universel, c'est un réflexe spontané de tous les mammifères, je l'ai dit, c'est le plus simple. Alors simple n'est pas synonyme de facile. Attention, c'est pas facile parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a les critiques, il y a l'entourage, il y a les habitudes mentales, il y a les conditionnements. C'est pas facile toujours, c'est pour ça que des gens préfèrent aller jeûner en groupe avec d'autres. Il y a 160 stages de jeûne organisés en France. C'est fou. Et donc il y a cet événement qui sera un stage de jeûne, mais pas vraiment, parce que mon idée c'est de faire connaître le jeûne, c'est de faire du buzz, c'est de sensibiliser le public le plus large aux merveilleux bienfaits du jeûne. Mais ça sera également une expérience thérapeutique forte, puisqu'il y aura des gens qui auront de l'expérience, d'autres moins, surtout cette communauté de gens de tous les pays qui vont être ensemble. Il y aura des conférenciers. Allez sur le site croisadepourlasanté.org, vous prendrez le flyer et vous verrez tout ça. J'ai déjà pas mal de conférenciers qui ont confirmé leur venue, et des gens célèbres et intéressants. Donc, le moyen naturel de santé le plus ancien, puisque les animaux, je l'ai dit, jeûnent spontanément, et le règne animal a existé bien avant le règne humain. Donc, le plus ancien, le plus universel, le plus simple, le moins cher, et le plus efficace. C'est le docteur Vivini, qui a dû s'expatrier, il a dû quitter la France pour fonder son école, son centre de jeûne au siècle dernier. Il est allé en Espagne, comme d'autres d'ailleurs. La France est un pays difficile, on le sait tous, mais ça va évoluer, soyons positifs. Le docteur Vivini a dit « Le jeûne, c'est de la chirurgie sans bistouri ». C'est-à-dire qu'avec un bistouri, vous pouvez sauver des vies, bien sûr, mais le bistouri est un instrument grossier qui ne va pas savoir faire la différence entre une cellule saine et une cellule malade au niveau microscopique. Alors, si plus le chirurgien est adroit, plus il arrivera à ne pas éliminer de cellules saines et à ne pas trop laisser de cellules cancéreuses. Alors que Mère Nature, lorsque nous lui donnons les moyens d'opérer en nous, c'est-à-dire que simplement en ne faisant rien, puisque jeûner, c'est l'art de ne rien faire. Il peut être dangereux de prendre un médicament, il peut être dangereux d'adopter une thérapie plutôt qu'une autre, ou de se remettre entre les mains d'un thérapeute qu'on ne connaît pas trop. Voilà. Faire quelque chose, ça peut être dangereux. Ne rien faire, ça ne peut pas être dangereux, mais ça requiert énormément de confiance en la vie, de confiance en ce pouvoir extraordinaire
de guérison qui gît en chacun de nous et qui gît entre non seulement chaque être vivant, mais chaque plante, chaque animal. La nature est tellement parfaite qu'elle a fait en sorte que nous ayons les moyens de guérir, sans devoir acheter quoi que ce soit, etc. Donc le jeûne, lui, cette force de guérison en nous va savoir faire la différence entre une cellule saine et une cellule malade. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Le cerveau continue à fonctionner, bien sûr, on continue à respirer, il y a un métabolisme. Et donc on a besoin d'énergie. Le cerveau ne peut pas rester plus de quelques minutes sans sucre, puisqu'on ne se nourrit pas de lipides ou de protéines, on se nourrit de sucre. Tout est transformé en glucides assimilables. Et donc, si on n'apporte pas d'aliments extérieurs, si on cesse, si on interrompt l'alimentation, le corps va devoir trouver son aliment ailleurs. Eh bien, il va le trouver dans nos réserves. On a tous, je l'ai dit, des réserves lipidiques. Il va commencer par le plus simple. Il va transformer les lipides en glucides. Ça s'appelle la néoglycogénèse. C'est un phénomène biochimique bien connu, scientifique. Hein. On va transformer nos lipides en glucides assimilables. Et ensuite, il va, non pas, comme on voudrait nous le faire croire parfois, il ne va pas attaquer le cerveau. Non, non, le jeûne n'attaque jamais le cœur, les organes vitaux, jamais, jamais. La magie de la vie et de la guérison, c'est que justement, le jeûne va faire en sorte que notre corps s'autolyse, c'est-à-dire qu'il va consommer tout ce qui lui est inutile, des réserves lipidiques, ou néfaste, toutes les cellules mortes, malades, hop, il va les bouffer, l'autolyse. Et donc forcément, on élimine des calculs, on élimine des tumeurs. Il y a un rééquilibrage en profondeur qui se fait. On fait même jeûner des gens pour qu'ils puissent grossir. Parce que justement, il y a ce rééquilibrage métabolique qui va s'opérer. Donc, dans un premier temps, ce sont des gens qui, s'ils sont déjà très minces, ils ne vont pas perdre beaucoup pendant le jeûne. Je ne dis pas qu'on va les faire jeûner non plus 4 semaines. Bon, moi j'avais quelqu'un dans mon dernier stage, j'avais une fille qui pesait, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle n'arrivait pas à 40 kilos, elle était comme ça. Comme ça. Elle a jeûné, et bon, elle va très bien. Il y a le corps, lorsqu'on le soumet au jeûne, va se rééquilibrer en profondeur, et donc, il va pouvoir, à l'avenir, profiter mieux des aliments qu'on lui donne. Il va retrouver sa capacité d'absorption des nutriments, et donc il va pouvoir retrouver un poids optimal. On fait jeûner pour des tas de raisons. Je veux dire, le premier réflexe que l'on devrait avoir, quel que soit le problème de santé, c'est déjà de s'arrêter de manger quelques jours. Nous mangeons trop souvent, nous mangeons trop, et nous mangeons trop mal. Fréquence, quantité, qualité. Alors souvent dans les milieux de l'alimentation saine, on ne parle que de la qualité. Ah, il faudrait manger ça, il faudrait manger ça, comme ça, que si, cela. Mais il y a encore des quantités phénoménales, bien supérieures à ce dont on a vraiment besoin. Et il y a encore une fréquence de repas qui est trop importante. Je suis profondément convaincu que le régime idéal, c'est de manger une fois par jour. Mais ne me croyez pas sur parole. Je ne suis pas en train de vous servir la vérité absolue. Je vous dis, faites vos expériences. Moi, je mangeais comme tout le monde. Lorsque je suis devenu végétarien, je préfère vous dire que mes petits déjeuners étaient costauds. Dans un grand saladier, je mettais du muesli, je mettais des noix, des raisins secs, des noisettes, des flocons d'avoine, et après il y avait du pain complet. J'étais tellement fier de manger du pain complet, et je me cavais au petit déjeuner. Et puis un jour j'ai fait un stage de yoga,
Et puis je me suis aperçu forcément qu'on n'est pas bien pour faire du yoga avec un estomac plein. Donc les événements, les circonstances ont fait que j'ai commencé à sauter le petit déjeuner. Eh bien, j'ai découvert que j'avais une énergie formidable. Forcément, on est plus somnolent, on est très alerte lorsqu'on jeûne. Le mental est très alerte. Et puis après, je me suis dit, je ne sais pas dans quelles circonstances, je me suis dit, eh bien, on va essayer de sauter aussi le repas de midi. Je ne peux pas savoir que ça facilite la vie. Hein. Combien de temps passons-nous à organiser les repas, à faire les achats, à faire cuisiner, à débarrasser la table, à nettoyer, à faire la vaisselle. Et dès qu'on a fini, on se dit, bon, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour ce soir? Est-ce que j'ai prévu le prochain repas? Je veux dire, c'est une énergie mentale et physique et de l'argent extraordinaire. Moi, je me lève le matin, je passe à la salle de bain, je me gratte la langue, je fais mes ablutions, et puis je ne passe pas à la cuisine. Je n'ai pas besoin, je passe pas, hop, je suis actif tout de suite. Voilà. Je vous donne des pistes. Ne me croyez pas sur parole, mais vous verrez que si vous faites vous-même l'expérience, vous comprendrez, vous découvrirez que tout ça c'est logique et que ça se vérifie dans la pratique. Le bien fondé. J'ai parlé du jeûne. Il faut me faire un signe lorsque je ne vais pas tarder à m'approcher de mon heure, 5 minutes là. Voilà. Je vais survoler un petit peu tout ce que j'ai encore à vous dire parce que je suis bavard et que ça pourrait durer très longtemps et puis que je vais vous donner la parole aussi. Mais rappelez-vous que dans le PDF que je vous enverrai, il y a vraiment tous les points détaillés, explicités, ça sera peut-être votre document de référence, il y a tout dans ce PDF. Premier moyen de santé, le jeûne. Deuxième, alors de santé du corps physique, du corps physique. Deuxième moyen de santé du corps physique, l'hygiène intestinale. L'hygiène intestinale. Vous avez entendu parler de ce livre formidable écrit par une Allemande qui est maintenant millionnaire, qui était étudiante en médecine. Le livre s'appelle « Le charme discret de l'intestin ». Il y a beaucoup d'autres livres qui vous parlent du gros intestin comme le deuxième cerveau. Effectivement, le gros intestin est une zone réflexe. Aujourd'hui, c'est un cloaque. C'est un cloaque. Beaucoup de gens sont loin d'imaginer ce qu'il y a dans leur gros intestin. Un jour, il y a une dame qui était cliente, qui est certainement encore cliente, je n'ai plus de contact avec elle, elle prenait du psyllium. Venez me voir si on n'a pas le temps ici d'en parler sur le stand. Là. Elle prenait du psyllium et elle me dit « je suis toujours fatiguée ». Elle avait un syndrome de fatigue chronique. Alors les médecins, le syndrome de fatigue chronique, ils détestent ça. Ils n'ont rien à vous dire. Mais madame, reposez-vous. Docteur, je dors bien, je suis toujours fatigué. Bon, c'est mental, c'est le stress, c'est psychosomatique. Ben, ils ne savent pas quoi ils vous donnent des vitamines, des cocktails vitaminiques, etc. Moi, je ne sais pas, j'ai eu une intuition, j'ai dit à cette dame, prenez un peu plus de psyllium. Parce que le psyllium, ce n'est pas un médicament, c'est une plante qui n'a aucune contre-indication, enfin, il n'y a pas de problème d'addiction, de dépendance, bref. Elle a pris un peu plus de psyllium, et un jour, elle me téléphone et me dit « Vous ne savez pas ce qui vient de m'arriver? Dites-moi, dites-moi. » Je la sentais nerveuse, mais à la fois contente. Elle me dit « Un jour, j'étais assise sur les toilettes, et j'ai senti quelque chose qui pendait de mon derrière. Bon, manger, ça va déjà, vous avez digéré, c'est bien. » Je lui dis « Ah, parce que moi, j'ai tout de suite compris. » J'ai dit « Ah bon ?» Elle avait éliminé un ascaris de 30 cm. Le ténia, c'est pas ça. Le ténia, il est beaucoup plus long. Et c'est un parasite intestinal qui est fripé, qui est ridé. L'ascaris, il est lisse, il est tout blanc. Des histoires comme ça, j'en ai d'autres. Une cliente à Barcelone, je donne beaucoup de conférences en Espagne, j'y vais régulièrement. Si vous voyez une foire à Barcelone, il y a une dame qui vient qui me dit « Ah, monsieur Clavier, donnez-moi 3 kilos de psyllium. » Parce que du coup, j'ai fait un paquet familial, plus économique. J'ai dit « Ah bon, vous connaissez le psyllium, vous aimez ça ?»« Oh, vous savez pas ce qui m'est arrivé, regardez mon portable. » Elle m'a fait voir son portable, elle avait fait des photos, Elle avait fait des photos de ce qu'avait éliminé son fils de 10 ans.
eh bien son fils de 10 ans, grâce au psyllium, avait éliminé un ténia de 80 cm de long. Chez les adultes, le ténia, il peut faire 1,80 m, hein. Il peut faire toute la longueur du côlon, 1,50 m, 1,80 m. Mais chez ce petit enfant de 10 ans, il avait un ténia de 80 cm qui avait été étouffé par le psyllium. Donc, quand je dis que le psyllium est une plante miracle, je sais ce dont je parle. Mes meilleurs vendeurs de psyllium, c'est mes clients. Parce que je vous dis, quand vous avez résolu un problème de constipation chronique, de selles liquides, d'inflammation, de rectocolite, de maladie de Crohn, de parasites intestinaux, mais vous en parlez à votre coiffeuse, hein, vous en parlez à votre épicier, vous en parlez à tout le monde. Et donc forcément, voilà. J'ai été le premier en France à importer le psyllium. Comme j'ai beaucoup voyagé, je connaissais cette plante, et puis j'ai découvert qu'en France, il n'y en avait pas. Je me suis dit, mais voilà un petit business, ça va faire du bien à plein de gens. J'ai monté une association, j'ai commencé à importer 10 kilos de psyllium. J'ai mis des mois pour les vendre, parce que je n'étais pas du tout commerçant, je ne savais pas ce que c'était que vendre à travers les magasins bio. Ils m'ont vu arriver, ils me disent, c'est celui-là, vous avez un produit, mais ça ne vous intéresse pas. Maintenant, il n'y a pas un magasin bio où il n'y a pas du psyllium. Maintenant, j'ai vendu mes 10 kilos, ce sont des conteneurs de dizaines de tonnes qui arrivent en permanence à mon entreprise Nature et Partage. J'ai d'ailleurs plus rien à voir avec eux, parce que le business, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire d'autres choses, mais bon, l'entreprise existe toujours, et je les représente un peu quand je vais dans des conférences ou comme ça. Le psyllium est indispensable. J'en prends tous les jours. Moi, qui n'ai aucun problème de transit, j'en prends tous les jours parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc j'en prends une quantité minimale. Le psyllium va donner à vos selles une consistance optimale. Que vous ayez des selles trop sèches, absentes, une constipation chronique, ou que vous ayez des selles liquides, irrégulières, un côlon irritable, que vous voudrez, vous allez redonner à vos selles une humidité optimale. Et donc, les gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas s'éloigner des toilettes, ou les gens qui ne vont jamais aux toilettes, j'en ai connu. Moi, j'ai vu des gens qui venaient le lendemain, avec un sourire comme ça, me dire oh, « J'en ai pris hier soir, je me suis levé cette nuit pour aller aux toilettes. » C'était un exploit. Ils se sont levés pour aller aux toilettes. Voilà, ils n'étaient pas allés aux toilettes depuis des mois. Ça ne marche pas toujours dans les 24 heures, hein, mais souvent, il y a de belles histoires comme ça. Donc prenez du psyllium, ça ne coûte pas cher et c'est tellement efficace. Le nettoyage du foie, éliminez vos calculs biliaires. Combien de gens, je ne vais pas vous demander de lever le doigt, mais combien de gens n'ont plus de vésicule biliaire? Bien sûr, bien sûr. Il y a un moyen très simple, ça va vous coûter un peu d'huile d'olive, ça va vous coûter un pamplemousse, ça va vous coûter un peu de jus de pomme. Vous allez éliminer des centaines de calculs biliaires dans vos WC, dont certains ont la taille d'une olive. Dont certains ont la taille d'une olive. J'ai fait cette cure 10 fois. Je continue à éliminer les calculs. Mais oui, parce que ça ne fait rien, même si on a une vie à peu près saine. Le jeûne, voilà, je vais terminer avec ça. Pour d'autres moyens naturels de santé, faites la paix avec votre urine. Ça fait des années que je bois mon urine. L'urine, il n'y a rien de plus. Là, je voudrais vous secouer un petit peu avec ça, parce que moi, ça m'amuse quand je vais dans les toilettes publiques, je vois les hommes sortir, ils se sont touchés, ils ont quelques gouttes d'urine sur les doigts, et ils vont tout de suite se nettoyer les mains. Il y a deux sortes d'hommes, ceux qui se lavent les mains après avoir uriné, et ceux qui se lavent les mains avant d'aller uriner. Moi, je me lave les mains avant d'aller uriner, mais après, ça n'a aucun intérêt. L'urine est parfaitement stérile. Si elle n'est pas stérile, c'est que vous avez une inflammation urinaire. Et je vous garantis que quand vous avez une inflammation urinaire, vous le savez, parce que l'urine, elle change de couleur et que c'est douloureux. Il n'y a rien de plus stérile que l'urine humaine. Donc, utilisez l'urine sur des plaies. Elles vont cicatriser de façon parfaite. Vous n'êtes pas obligé de dire à votre voisin que vous avez de l'urine sur votre plaie. Vous conservez votre sparadrap imbibé, votre gaz imbibé d'urine. Vous allez voir que c'est stérilisant. C'est stérilisant, ça guérit, ça régénère les tissus. L'urine, vous la mettez dans vos yeux, vous la mettez dans vos oreilles, et vous la mettez, et vous la buvez, bien sûr. Moi, j'ai pas peur d'aller dans le désert.
et de rester quelques jours sans eau, parce que je suis autonome. Voilà, j'ai voulu terminer avec ça parce qu'on est plein de clichés selon lesquels tout ce qui sort de notre corps, c'est peur caca. Non, moi ce qui sort de mon corps, c'est très intéressant. Vous voyez, le WC moderne, c'est une façon de rien vouloir savoir. On appuie sur un bouton, ah, je ne veux pas sentir, je ne veux pas voir, non, j'appuie sur un bouton et salut, ciao. Non, moi, ça m'intéresse beaucoup ce qui sort de mon corps. Bien sûr. Allez, on pourra en parler une autre fois. Je vous donne la parole. On démarre les questions. N'ayez pas peur, j'ai pas eu peur de vous dire des choses assez fortes. Lancez-vous. Oui, j'ai une question. J'essaie de conseiller ma mère pour ne pas prendre le petit déjeuner le matin. Et elle ne le fait pas parce qu'elle prend énormément de médicaments. Comment je peux lui dire, comment conseiller quelqu'un qui prend des médicaments plusieurs fois par jour, comment lui expliquer le bienfait de ne pas déjeuner le matin? C'est une question très intéressante que j'ai vécue moi-même avec mes parents. On voudrait tous aider les gens que l'on aime, bien sûr. Des fois c'est les enfants, des fois c'est les parents, les amis. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut changer personne. On ne peut que se changer soi-même et respecter ceux qui vivent différemment de nous. Eh bien, j'ai accepté que mes parents prennent 7 sucres et demi dans leur café. Ici, je rigole, mais enfin, c'est à peu près ça. J'ai accepté qu'ils mangent ce qu'ils veulent, quand ils veulent. On ne peut pas. On peut leur demander s'ils ont envie de lire un livre, peut-être, mais si vous sentez une réaction, une réticence, d'abord vous allez vous mettre son médecin à dos. Dès que son médecin va entendre parler que vous essayez d'interférer, vous savez, il y a des médecins, il y a beaucoup de médecins qui ont fait le travail de remettre en question tout ce qu'ils ont appris à la faculté, les Tal Schaller, les Didier Chart, Dart, les Alain Scoï, je les mentionne parce qu'ils vont venir sur la croisade pour la santé. Tal va rester 4 jours, c'est lui qui a préfacé mon bouquin dès le départ. Donc, mais la plupart des médecins vont vous en vouloir. Ça peut aller très loin. Donc franchement, je vous encourage à laisser votre mère vivre dans l'amour, à prendre ses médicaments. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Oui, mais si elle entend ce que je peux lui communiquer, mais par contre, en fait, je pense qu'elle réagit par peur. Elle se dit que son médecin lui a dit que ces médicaments, il fallait qu'elle les prenne en déjeunant. Donc c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle se dit... Bon, écoutez, ça, à ce moment-là, pour elle, qu'elle oriente son petit déjeuner vers des choses plus simples, enfin, je ne sais pas ce qu'elle prend comme petit déjeuner, mais elle peut prendre quelques fruits, une salade de fruits, des choses très digestes. Faites des petits pas, et puis voyez ce que vous pouvez faire, mais il faut beaucoup de diplomatie et de psychologie. Pour le psyllium avec des médicaments, il n'y a pas contre-indication comme le jambon qui... Non, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut prendre le psyllium séparé des médicaments parce qu'il pourrait empêcher l'absorption des médicaments. Moi, je n'en ai pas la preuve et je n'y crois pas trop. Maintenant, bon, à moins que vous preniez des médicaments toute la journée, vous allez pouvoir trouver une plage, vous n'en prenez pas, vous prenez le psyllium à ce moment-là. Mais je ne suis pas du tout convaincu de la pertinence de séparer. Je crois que la nature est bien faite et notre corps est intelligent et qu'il saura absorber les nutriments ou les médicaments et puis les molécules en question tout en profitant des bienfaits du psyllium. Alors, effectivement, le mot jeûne est très galvaudé aujourd'hui. La question était, est-ce que vous buvez pendant que vous jeûnez? D'abord, alors, la question rapide est oui, mais je ne bois que si j'ai soif. Parce que j'entends parler de jeûne hydrique, de jeûne sec,
de jeûne du ramadan. Le ramadan, c'est pas un jeûne. Au lieu de manger la journée, il mange la nuit. Pas du tout la différence. Moi, ça fait 40 ans que je fais le ramadan, puisque je mange en général la nuit, le soir. Donc, je ne vois pas du tout la différence. D'autant plus qu'en période de ramadan, ils mangent souvent beaucoup plus que hors ramadan. Alors, les musulmans me disent, oui, c'est vrai, on a dérivé, mais un bon musulman, il va en profiter pour manger moins que d'habitude. D'accord, je veux bien. Il se lève plus tôt pour manger, pour se gaver avant le lever du soleil, etc. Donc, moi, j'ai tendance à faire confiance à la nature. Si on a soif, on boit de l'eau. Il n'y a pas de calories, il n'y a rien. Mais l'expérience montre qu'on a assez peu soif. Si on jeûne au mois d'août, peut-être bien qu'on aura soif. Moi, en général, je n'ai... Tiens, voilà, autre chose, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a fait beaucoup de bruit. Je ne bois jamais. Ah! Et pourtant, je vous garantis que j'urine. Hein. J'urine beaucoup. Mais pourquoi je ne bois pas? Parce que j'ai suffisamment d'eau dans mon corps. Ce qu'il faut, ce n'est pas boire. C'est il faut faire en sorte que notre corps dispose de suffisamment d'eau. Où est-ce que je trouve mon eau? Les fruits, les légumes, 80-95% d'eau, alors que la cuisson fait disparaître l'eau des fruits et légumes. Et moi, ce que je prends, c'est de l'eau organique. L'eau qui est contenue dans mes aliments, ce n'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau organique. L'eau minérale, votre corps, il ne connaît pas. Par contre, l'eau qui est contenue dans mes fruits et légumes, ça c'est de l'eau optimale pour être absorbée par le corps. Un bout de concombre, ça a été, je vous dis ça parce que ça a été récemment démontré par une équipe de chercheurs de l'université d'Aberdeen en Écosse. Ils ont démontré qu'un bout de concombre désaltère bien plus qu'un verre d'eau. L'eau organique contenue, ça veut dire, bien sûr, ça sous-entend que vous mangez le plus vivant possible, les aliments tels que le Créateur les a conçus, à leur état naturel, cru. Donc voilà, pour moi, il n'existe qu'un jeûne, c'est le jeûne dont je vous parle, on boit si on a soif. À la limite des tisanes, d'accord, bon, pour compenser ce besoin d'absorber quelque chose de chaud, c'est des tisanes. Mais le jeûne sec, j'y crois pas trop, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre corps a soif, vous allez lui interdire de boire. Et moi, je fais confiance à mon corps. Si je jeûne et que je n'ai pas soif, je ne bois pas. C'est-à-dire maintenant, si jamais j'ai soif, je bois. Je ne suis pas en train de vous dire que je me force à ne jamais boire. Ah, pas du tout. Simplement, le résultat de mon hygiène de vie, c'est que je n'ai pas spontanément soif. Je n'ai jamais envie de quoi que ce soit, de liquide. Voilà. Même dans quand je fais du sport. Alors, quand je fais du sport, oui, je reviens à toi, Marguerite. Quand je fais du sport, c'est amusant. Si je joue au tennis en tournoi au mois d'août, mes adversaires vont boire 1,5 litre d'eau. Moi, je rince ma bouche, j'humidifie ma nuque, je bois, dans toute la partie, je vais boire ça. C'est ridicule. J'ai un métabolisme très équilibré. D'ailleurs, je ne transpire pas de façon excessive, mais je transpire normalement. C'est cet équilibre qui idéalement, on devrait tous retrouver. Alors, Marguerite, elle vient de dire, tu bois ton urine. Oui, mon urine, je ne la bois pas. Pendant des années, je l'ai bu de façon régulière. Alors, ça, le matin, on réveille. Vous voyez, on laisse passer le premier jet, c'est comme le serpent. C'est la tête qui est venimeuse. On laisse passer le premier jet, on prend le reste. Voilà. Une urine de végétarien crudivore, je vous garantis que c'est du jus de bouillon. Évidemment, si vous prenez beaucoup de médicaments, beaucoup d'aliments carnés dont les résidus sont de l'urée, pourquoi est-ce que les carnivores, les chiens, les tigres, ont des systèmes digestifs très courts? C'est parce que les résidus de la digestion des viandes sont très nocifs. Les carnivores, tels que le bon Dieu les a conçus, ont des tubes digestifs très courts. Et nous, on n'a pas un tube digestif de carnivore. Et donc, si on mange de la viande, on va devoir
Garder ces déchets qui vont nous empoisonner. On n'est pas conçu pour manger de la viande, je parle de physiologie, d'anatomie. Nous sommes des frugivores granivores. Et nous nous rapprochons plus des grands singes que des carnivores. Bien sûr, on n'est même pas des omnivores. Insectivores. Hein? Insectivores. Insectivores, mais un peu comme les grands singes. Lorsqu'ils ont une larve, ce n'est pas des végétariens, les grands singes, mais ce sont des carnivores occasionnels, opportunistes. Ils ont une larve, ils vont la manger. Ils ont quelques fourmis, ils vont la manger. Mais moi aussi, je vous en dis que quand je mange mes figues, si je devais compter le nombre de vers que j'ai bouffé dans mes figues, mais bien sûr, et je ne vais pas regarder, il y a des petits vers minuscules dans les figues. Quand ils sont trop gros, je les sors pas, et hop, ils sont nés dans la figue, ils ont goût de figue. Donc, je suis un carnivore opportuniste. Mais bien sûr, quand je fais du vélo, combien d'insectes j'ai bouffé dans ma vie? Bien sûr, c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. À quel rythme il faut faire des jeûnes? Alors déjà, tu me donnes l'opportunité de dire une chose très importante, c'est que je m'efforce, parce que c'est difficile, de supprimer de mon vocabulaire les mots « il faut »,« il faut pas ». Ça, c'est un concept très intéressant. Je vais faire une vidéo bientôt là-dessus, parce que ça me tient à cœur. La vie n'est pas faite de deux listes. Ici, les choses qu'il faut faire, et là, les choses qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est tellement facile. Moi, j'achète celle-là, monsieur. Ah oui, moi aussi, je prends la bonne liste et j'achète ce qu'il faut faire. Ça ne rime à rien. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des histoires physiologiques, familiales, émotionnelles, différentes. Nous avons tous un corps différent, nous avons tous une vie différente. Donc, ça n'existe pas. Il faut. Tout ce qui vous appartient de faire, c'est vos propres expériences. Donc, je suis désolé, mais je n'ai pas de réponse à cette question, parce que quelqu'un qui est très malade, eh bien, on va l'encourager, effectivement, à entrer dans un processus de détoxination profonde grâce à un jeûne prolongé. Mais sinon, quelqu'un qui est en bonne santé comme moi, bien, j'écoute mon corps. Parce que je suis moi aussi capable de temps en temps de faire des excès. Si je suis devant un buffet de mariage ou d'une fête d'anniversaire, eh bien je vais me gaver parce que ça me fait plaisir, que je fais une expérience et que je vérifie les freins. Et que c'est amusant la convivialité. Mais seulement la différence entre moi et la plupart des gens, c'est que la plupart des gens qui font des excès alimentaires, le lendemain, au petit déjeuner, ils sont à table. Alors que moi, évidemment, si je fais un excès, je vais écouter mon corps, et puis je vais me dire, allez, tu vas continuer, tu vas pas manger pendant 2-3 jours. Vous voyez, je compense. Parce que ce qui est mauvais, c'est pas de se faire plaisir une fois de temps en temps, de faire des excès. Au contraire, je vous encourage à vous faire plaisir. Mais ce qui est mauvais, c'est de répéter ces excès au quotidien. Donc, vraiment, les 3 repas par jour, c'est excessif. Et il y a même des gens qui en ont mangé dans la voiture, sur le bureau, dans la poche, le sac, les marshmallows, les chewing-gums. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher. Tu te souviens de Véronique? Véronique à Caudron. Hein? Mais elle avait toujours un chewing-gum à la bouche. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de mâchouiller quelque chose. Véronique Sekerdorf, une amie commune. Voilà. Donc, libérons-nous de ces dépendances. Allez, on va peut-être terminer sur une autre question, oui? J'ai fait mes premières jeûnes de 2 jours, ça fait une semaine. Et le second jour, j'étais dans un état de fatigue absolument impressionnant. Mes jambes étaient lourdes. Il a fait une expérience de 2 jours de jeûne la semaine dernière et il dit que le 2e jour, il était dans un état de fatigue profonde, il ne pouvait pas bouger. C'est normal. Ça serait trop facile d'avoir fait, je ne connais pas ta vie, excuse-moi, mais d'avoir fait des erreurs pendant des dizaines d'années et que tout d'un coup, ça passe comme une lettre à la boîte, on jeûne 2 jours, 4 jours, 8 jours et on se sent parfaitement. Non, il est normal, dans un processus de détoxination, d'avoir des symptômes. Lorsqu'on balaye, la poussière vole un peu. Hein? Vous voyez, c'est normal. Donc, il y a effectivement des manifestations de fatigue. L'idéal, c'est que tu restes au lit.
un jeûne idéal. C'est pour ça que le jeûne et randonnée, c'est la grande mode en France. Moi, je les connais tous, c'est les amis, tout ça, jeûne et randonnée. On parle que de jeûne et randonnée. Mais il y a des gens qui ont besoin de se reposer lorsqu'ils jeûnent. Donc, il faut s'écouter. Il y a des gens qui vont avoir une recrudescence momentanée des symptômes pathologiques, qui vont avoir une éruption de boutons, qui vont avoir une... Mais cette étape passée, eh bien, une fois les toxines éliminées, on va retrouver un équilibre et tu vas retrouver de l'énergie. Au début, il est normal d'être fatigué. On voit des gens qui ont jeûné plusieurs semaines. Au fil des jours, l'énergie revient et ils font 10 km par jour. Je ne dis pas qu'on a de l'énergie musculaire, hein, mais on a de l'énergie vitale. Et quand on marche lentement, franchement, on n'a pas besoin d'énergie musculaire. Hein, mais il y a cette énergie qui nous encourage à bouger. Votre corps vous dira s'il a envie que vous bougiez ou s'il a envie que vous restiez au lit. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ces symptômes qui parfois peuvent être désagréables, mais qui n'en sont pas pour autant mauvais. Ce sont des symptômes positifs. J'ai une question, donc un petit peu de temps. Dans ton livre, alors je vous encourage vraiment à le lire, ce livre il est vraiment formidable, il est plein d'humour, il est très très intéressant. Tu parles de l'addiction à la nourriture. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu justement du fait que, bon, j'ai pas faim, d'accord, mais j'ai envie de me mettre à table, je veux manger quand même. Beaucoup de personnes que je vois me disent, oui, j'ai pas faim, mais je ne vois pas sauter un repas. Parce que nous vivons sur des rails, et qu'il faut arriver à dérailler, à faire dérailler notre mental. Évidemment, quand je suis chez moi, moi aussi je suis tenté d'être sur mes rails, parce que je me retrouve à certaines heures dans une circonstance où d'habitude je mange, et bien je suis tenté de manger encore, même si ce jour-là, j'ai pas nécessairement faim. Mais quand je voyage, vous voyez, j'ai rompu donc avec mon environnement traditionnel, et il m'est beaucoup plus facile de ne pas manger. Bon, évidemment, je suis invité des fois chez des amis, on participe, tout ça, mais pour sortir de notre dépendance, il faut trouver des petits gimmicks. On se dit, allez, voilà, c'est l'heure du repas. Le piège, c'est les repas au travail. Lorsqu'on mange avec les amis, alors évidemment, d'abord on se marginalise. Eh bien, tu viens pas avec nous, tu viens pas avec... Ah, mais non, voilà. Allez marcher, ou contentez-vous d'une pomme, allez trouver une autre activité, elle peut être artistique, elle peut être intellectuelle, ouvrez un livre, allez vous mettre dans un parc, ouvrez un livre. Mais si vous restez dans un environnement familier dans lequel vous avez des habitudes, forcément il sera difficile de rompre avec ces habitudes. Donc, changez d'environnement, trouvez-vous d'autres activités qui vous plaisent, a priori, c'est mieux. Et vous pourrez plus facilement rompre avec la dépendance à la nourriture. Mais sachez bien qu'elle est profondément imprégnée dans nos gènes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de famine, de guerre, de disette, de circonstances climatiques qui font qu'il n'y a pas de récolte, parce que si un jour il n'y a pas de récolte en France, il y en aura en Russie ou ailleurs, et on fait du commerce, etc. Nos magasins sont approvisionnés en permanence. Ce n'était pas toujours le cas dans les siècles qui ont précédé. Lorsqu'il n'y avait pas de blé une année ou de patates, eh bien, en Irlande, par exemple, il y a eu des famines, encore il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux siècles, la famine en Irlande, ça paraît fou, c'est un pays qui est proche de nous, où il pleut, enfin voilà. Donc, nos gènes, nous sommes victimes de cet héritage génétique qui fait que, maintenant que l'alimentation est disponible, eh bien voilà, on se plonge avec délice dans ces excès de surconsommation. Aujourd'hui, c'est une phrase que je tiens d'un chercheur suédois, on meurt beaucoup plus de suralimentation, des conséquences néfastes de la suralimentation que des conséquences de la sous-alimentation. Et pourtant, Dieu sait s'il y a encore des gens qui sont dans la famine dans le monde entier, au Soudan et ailleurs.
Il n'y a pas de recette de miracle pour répondre à ta question, c'est que voilà, faire des petits pas, trouver des petits moyens, comme les moyens mnémotechniques, là, mais on trouve des petits gadgets pour se sortir de nos rails. En parlant de graines, le psyllium et le chia, c'est pareil? Alors, est-ce que le psyllium, c'est comme le chia? Je ne sais jamais si on dit la chia, le chia, le chia. C'est elle. Ah, Chiapas, ah oui, ça vient de là. Ah, je comprends. Donc, le chia. Parfait. La question me donne une opportunité de vous dire quelque chose de très important, c'est que le psyllium n'a aucun intérêt nutritionnel. Alors que le chia, c'est un aliment puissant. Voilà. Le psyllium ne vous fera jamais grossir, il n'y a pas de calories, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de glucides, c'est rien. Il va nettoyer votre côlon, il va donner une consistance à vos selles, etc. Il a plein de bienfaits, mais on a trouvé des... Il y a des milliers d'études scientifiques que vous allez sur Google, notre ami Google qui sait tout, vous trouverez la plupart du temps en anglais, mais si vous parlez anglais, vous trouverez des tas d'études scientifiques sur les bienfaits du psyllium, sur le taux de... J'ai un mot qui me manque. Ah, enfin, c'est pas grave. Donc, souvenez-vous que le psyllium n'est pas absorbé par le sang. Le taux de cholestérol, voilà ce que je voulais dire. Le psyllium influe très positivement sur le taux de cholestérol. Le psyllium n'est pas absorbé par le sang, il reste dans le tube digestif où il fait son travail. Il crée une sorte de gel en absorbant l'eau et il fait son travail comme ça. Donc il est éliminé après avoir nettoyé le côlon. J'aurais une question. Allez, oui, pardon, mais là le micro, mais après on revient là. Oui. Vas-y. C'est au niveau des débuts du jeûne. Quelquefois, enfin, souvent, ils donnent du chlorure de magnésium, qui est assez dérangeant quand on commence le premier jeûne. Donc, moi, j'aurais voulu savoir si on anticipe sur la préparation au jeûne. Alors déjà, ce n'est pas du chlorure de magnésium, c'est du sulfate de magnésium. Moi, je vous encourage de prendre du chlorure de magnésium pratiquement tous les jours. Toutes les familles devraient avoir au frigo une petite bouteille de solution de chlorure de magnésium. Vous débarrasserez de tous les rhumes, des grippes. Je ne sais pas ce que c'est qu'avoir un rhume, qu'avoir une grippe. J'ai pris ma bouteille de chlorure de magnésium, j'en prends comme ça. Le chlorure de magnésium n'est pas un purgatif. C'est un laxatif très léger. Et après, avec l'habitude, ça n'a même pas liquéfié vos selles. Donc, ce que l'on prend dans le cadre de stages de jeûne en général, c'est du sulfate de magnésium qui, lui, est un purgatif puissant. Comme l'huile de ricin, comme le séné, la bourdaine. Mais le séné et la bourdaine, qui, pour être végétaux, peuvent quand même irriter la muqueuse intestinale. Ce n'est pas le cas du sulfate de magnésium. Et... Sel d'Epsom. Pardon? Le sel d'Epsom. Ça s'appelle les sels d'Epsom. Le sulfate de magnésium, c'est les sels d'Epsom qui sont connus depuis les Romains, depuis